Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les questions religieuses, les questions d'Église catholique, de Vatican. Il y a une actualité, il y a deux actualités majeures. Enfin, une grande qui est l'affaire de la célébration de Hanouka à l'Élysée, qui est une traînée de poudre. Mais auparavant, Édouard, je crois que tu voulais nous parler de l'ambiance au Vatican et peut-être nous dire le nom du possible successeur de François qui prépare sa succession. Alors, oui, effectivement, bonjour Eric. Euh, il y a une atmosphère de fin de règne au Saint-Siège, hein. Tout le monde a vu que le pape n'a pas pu se rendre à la COP 28, alors qu'il avait vraiment envie de s'y rendre. Il y aurait parlé d'écologie, mais aussi il aurait pu parler du conflit israélo-palestinien, faire de la diplomatie. Il n'a pas pu, ses médecins lui ont interdit. Et il semble qu'il ait attrapé une grosse pneumonie. Enfin bon, il est fatigué. Euh, Beaucoup de gens sont inquiets sur sa santé. Euh, c'est le propre des régimes monarchiques, j'allais dire, hein, c'est que quand le souverain est malade, on appelle ça la fin de règne. Il y a les intrigues, il y a ceux qui veulent faire passer des décisions, qui veulent les faire signer. Mais il y a aussi le souverain peut se raidir. Et on a été très étonné il y a quelques jours d'apprendre que le cardinal Burke, qui est un grand cardinal américain, évidemment conservateur, plutôt dans la continuité de Benoît XVI, avait été privé de son appartement de fonction à Rome et de son indemnité de retraite. Donc c'est vraiment, de la part de François, c'est vraiment un geste de mauvaise humeur envers quelqu'un qui le critique, pas comme personne, mais qui critique certaines de ses décisions. Voilà. Et donc tout ça contribue à une atmosphère pas très saine, avec d'ailleurs des vieux partisans de François qui le lâchent aussi, cette fois-ci sans doute pour de mauvaises raisons, à cause de sa position équilibrée dans le conflit israélo-palestinien. Et il y a un certain nombre de progressistes qui disent il ne soutient pas assez Israël. Voilà, je voulais en parler. Alors, quant au successeur, bon, il est très rare qu'un pape arrive à désigner son successeur. Je crois que Pie XI arrivant a finalement poussé Eugenio Pacelli, qui devient pape sous le nom de Pie XII en 1939. C'est une exception. C'était lié aux circonstances de la guerre, en fait. Les cardinaux avaient besoin d'une forte continuité. Non, je remarque simplement qu'il y a une figure montante dans l'épiscopat français, qui est le cardinal archevêque de Marseille, euh, le cardinal Aveline, et qui a accueilli François en septembre dernier à Marseille. J'ai été très impressionné par la cérémonie à laquelle j'ai assisté dimanche dernier, la messe de 11 heures à l'église Saint-Sulpice à Paris. Alors, comme Notre-Dame est en reconstruction, les messes épiscopales se font à Saint-Sulpice et elle était présidée par le cardinal Aveline et il y avait tous les séminaristes de France. Il y avait 600 ou 700 séminaristes qui étaient là. Effectivement, j'ai pu voir que le personnage, sous son air jovial, a de l'envergure. Il a fait une très belle prédication et on comprend pourquoi certains lui prédisent un certain avenir dans l'Église. Voilà. Donc nous pourrions avoir un pape français, ce qui n'est pas arrivé depuis le XIVe siècle, je pense. En même temps, il faut se souvenir de la formule. Oui, il faut se souvenir de la formule. Celui qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Donc, si nous voulions qu'il y ait un pape français, euh, peut-être vaut-il mieux ne pas en parler. Oh, mais Bergoglio avait été plutôt pronostiqué gagnant, non? Euh, non, il était arrivé deuxième au conclave en 2005 face à Benoît XVI. Et ensuite, les jeux étaient assez ouverts en 2013, hein. Il s'est imposé en fait dans ce qu'on appelle les congrégations, c'est-à-dire les réunions d'avant le conclave, où les cardinaux se concertent entre eux. Bon, on verra. Mais enfin, la mort de François n'est pas encore annoncée. Non, et je ne suis pas prophète. Bon, ni devin, ni gourou, ni magicien vaudou. Euh, Édouard, disons quand même quelques mots de cette polémique sur
la célébration de Hanouka à l'Élysée. Alors, c'est une demi-célébration, mais c'est un geste religieux. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous dire ce que tu en penses? Je suis très surpris qu'Emmanuel Macron ait pris ce risque. Euh, D'abord, pour une raison très simple, c'est que notre président, visiblement, manque un peu de culture religieuse. La fête de Hanouka, c'est la fête, la commémoration de la consécration du second temple après la victoire des Maccabées, de Judas Maccabée, dans la guerre contre les Séleucides. Or, je veux dire, dans le contexte actuel, on me pardonnera l'expression, mais il faut vraiment pas être très malin pour s'associer à une cérémonie religieuse juive où il est question du temple. Quand on sait, comme les musulmans sont sensibles sur la question de la mosquée Al-Aqsa, et quand on sait comme les provocations de sionistes radicaux qui vont sur l'esplanade du Temple, quand on sait comme les obstacles qui sont mis à la visite de l'esplanade pour les musulmans euh, ont joué un rôle dans l'origine du conflit actuel, franchement, je ne sais pas qui fait les notes à l'Élysée pour recommander ou bien au contraire conseiller de ne pas faire, mais là, il y a un gros, gros raté. Ensuite, on est bien d'accord sur quelque chose de simple, hein, c'est qu'il y a un principe de laïcité en France et qu'on on ne voit pas pourquoi le président de la République s'associe à une cérémonie religieuse de telle confession et pas à telle autre. Soit il les fait toutes, ça risque de l'occuper, soit il n'en fait aucune. Et là, il y a un principe de neutralité du chef de l'État. Nous pouvons avoir un chef de l'État catholique, protestant, agnostique, Juif, juif, musulman, musulman. peu importe. Peu importe. Je veux dire, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que le chef de l'État doit rester neutre. Mais certains diront, oui, mais il est allé à la messe à Marseille avec le pape. Il a rompu le jeûne aux côtés du roi Mohamed VI. Et donc, il va visiter le chantier de Notre-Dame. Et donc, au fond, il est œcuménique. Oui, la grande différence, c'est que là, pour Hanouka, il a allumé une bougie. Qui est un geste, c'est un geste religieux. Euh, alors lui, il peut l'avoir vécu comme quelque chose de profane, mais autant que je sache, il n'est pas allé communier à la messe pontificale. Et il n'a pas fait, je sais pas, il faudra regarder les images, mais il n'a pas montré. Ce sont des équilibres très délicats. D'abord, la France est un pays qui a été pendant longtemps catholique et chrétien. Donc, on a eu des chefs de l'État qui étaient chrétiens pratiquants et qui assistaient à la messe, par exemple. Mais le général de Gaulle, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'une cérémonie publique où il était comme président de la République, il ne communiait pas. Il communiait quand il était comme personne privée le dimanche à Colombey-les-Deux-Églises. Donc, en fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est que la laïcité à la française, c'est quelque chose d'extrêmement subtil où il y a beaucoup d'implicite. Et des gestes comme celui d'Emmanuel Macron rompent ce tact qu'il faut avoir. Effectivement, c'est difficile à défendre. Concrètement, est-ce que tu penses que nous sommes dans une phase où la question de la laïcité va être reposée, puisqu'on voit bien que les musulmans vont quand même finir par considérer que leur communauté, qui doit représenter entre 5 et 10 millions de personnes, est moins bien traitée que la communauté juive, qui représente 500 000 personnes environ. Est-ce que, de ton point de vue, il y a un risque que la question de la laïcité, du sens de la laïcité soit posée? Alors, il y a bien sûr un risque parce qu'à partir du moment où Macron intervient comme ça, en mélangeant totalement les domaines, hein, puisque finalement le sens du message, c'est quoi? C'est soutien à Israël, lutte contre l'antisémitisme, association à la ferveur d'une communauté religieuse qui vit sur le sol français. On ne sait pas en fait.
et le en même temps fait que il veut pas dire clairement ce qu'il fait. Bon, mais bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, si on prend par exemple la question euh, des attentats, enfin des destructions d'édifices ou de cimetières, ce sont les cimetières chrétiens qui sont les plus visés. Si on prend la question effectivement du nombre, comme tu disais, du nombre de croyants de telle religion, il y a une présence aujourd'hui des musulmans en France. Alors on sait que c'est difficile de savoir qui est l'interlocuteur du côté des musulmans. Depuis Sarkozy, les présidents se cassent le nez là-dessus. Mais euh, il faudrait, dans le contexte actuel, avec un risque d'embrasement lié au conflit du Moyen-Orient, il faudrait être d'une prudence et d'une neutralité absolue. Et notre grand communicant de l'Élysée, visiblement, n'a pas compris qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire que parler. Il y a des moments où il vaut mieux être peu visible que de se montrer à la télévision. Dans le même temps, on a appris que alors, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On voit une vidéo de la préfète du Rhône expliquer que les gens qui seraient tentés de participer à une procession de la Vierge pour la journée de la Vierge seraient présentés à la justice. Est-ce que ça te semble un acte totalement inhabituel? Oui, il y avait, alors surtout à Lyon, où le 8 décembre est particulièrement fêté. La fête des Lumières, c'est l'Immaculée Conception, la fête de l'Immaculée Conception pour les catholiques. Là encore, qui faisait attention ces dernières années au fait qu'il y avait une procession? Est-ce que cette procession troublait l'ordre public? Elle était déclarée comme manifestation. Bon, mais c'est très étonnant de voir effectivement les autorités de la République créer un problème là où il n'y en avait pas jusque-là. Et je pense que le risque est celui de tensions exacerbées entre les communautés religieuses. Entre nous, je me demande même si ça n'est pas ce qui est recherché. Euh, Je, oui, vas-y. je m'explique. Je pense que précisément pour noyer le poisson du soutien inconditionnel à Israël, on fait en sorte de montrer que finalement les communautés religieuses, de toute façon, enfin, qu'il y a un choc des civilisations, qu'il y a un choc des religions. Franchement, hein, j'ai pas de preuve absolue de ça, mais je trouve ce comportement effectivement des autorités et cette coïncidence entre le message du préfet du Rhône et celui d'Emmanuel Macron est quand même très curieux. Bon, écoute, on va suivre ça. Et puis la semaine prochaine, ce serait bien qu'on refasse un point sur l'histoire de la laïcité en France, puisque je pense que, au fond, peu de Hum. Français savent ce qu'est le concordat, savent ce qu'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, savent les règles concordataires qui s'appliquent en Alsace-Moselle, puisque on vit en réalité en double régime. Je pense que ce serait pas mal de refaire un focus sur ce sujet. Entendu, Allez, entendu. à bientôt, Édouard. Parfait. Merci. À bientôt. Merci, merci Eric.